Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'économie, mais corrélée bien évidemment à la notion cyclique. Faisons aussi intervenir l'astrologie et la thermodynamique. Cette vidéo fait aussi la synthèse du krach boursier en vue et Golden Gate Apocalypse. Alors la notion de cycle est particulièrement présente dans le secteur de l'économie, car elle permet de relier plusieurs phénomènes d'incidence, tels que l'inflation ou dépression associée à des révolutions industrielles, correspondant à des mutations sociales. Les cycles de Kondratiev étudient, enregistrent les mutations sociales, et c'est ce qui va nous intéresser, bien évidemment, car nous savons que nous sommes à l'aube d'un nouveau cycle économique. C'est évident. Bien sûr, pour moi, le plus important, c'est ce qui s'est passé il y a quasiment 50 ans, le dimanche 15 août 1971, avec la crise monétaire internationale, avec le président américain Richard Nixon qui suspend la convertibilité du dollar en or et décide de faire de cette monnaie une valeur flottante marquant la fin du système Bretton Woods. Fait marquant par rapport au mois prochain, l'août 2021. Le calendrier d'août 1971 et d'août 2021 sont les mêmes. Vendredi 13 août 1971, 2021. Dimanche 15 août 1971, 2021. C'est quand même extrêmement important à noter. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo et mes excuses par avance sur divers problèmes techniques qui peuvent arriver. Le tout en lecture immersive, ce qui est extrêmement intéressant pour le collectif. Pour commencer, par rapport à cette vidéo concernant le cycle de Kondratiev, bien évidemment, c'est à peu près tous les 45-60 ans. Voilà, on y est très clairement. Étudions la notion de cycle en économie et le positionnement justement du métal jaune sur or-argent.eu du 20 du mardi 21 en 2018 par or et argent. Lecture immersive. Bien sûr, on va essayer de comprendre tout ça. Pourquoi l'or est prêt à s'échapper? Les cycles, on ne parle que de ça. Nous avons déjà évoqué l'état actuel du cycle économique américain en expliquant pourquoi nous pensons qu'il devrait encore se poursuivre, même s'il est plus avancé qu'en Europe. Cependant, les cycles économiques ne sont pas les seules créatures qui vivent dans le zoo économique. Dans la macroéconomie moderne, elles sont simplement les plus populaires. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les cycles économiques ont duré en moyenne 6 années. Les économistes ont également identifié des cycles plus courts, appelés cycles Kitchin, qui sont censés être provoqués par la réaction tardive des entrepreneurs aux signaux du marché, au niveau de l'accumulation et de la réduction des stocks, et qui durent en moyenne 40 mois. La typologie des cycles identifie également des périodes plus longues, les cycles de Kuznets et le cycle de Kondratiev. Le premier est provoqué par les investissements dans les infrastructures et dure de 15 à 25 ans, tandis que le second est lié au changement technologique et dure de 45 à 60 ans. Vu que le cycle de Kuznets est parfois considéré comme une composante du cycle de Kondratiev, nous allons nous focaliser sur ce dernier. L'idée des supercycles a été développée en 1925 par l'économiste russe Nikolai Kondratiev. Il a identifié 3 phases au sein de ces cycles. Selon lui, leurs moteurs sont les changements sociaux, modification des inégalités, opportunités. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Par rapport au pass sanitaire, etc. Néanmoins, sa théorie a été affinée au fil du temps. Ce cycle est divisé en 4 saisons. Le printemps, le revirement économique, l'innovation technologique favorise la productivité, l'inflation est basse, les marchés actions grimpent tandis que la confiance est encore basse. Reliquat de l'hiver. Été ralentissement économique, accompagné d'une inflation élevée et d'un marché boursier en baisse. Donc là, on est peut-être dans l'inflation, en même temps, quand on parle de marché boursier en baisse, on parle de ce qu'on appelle une correction. J'en avais parlé notamment au niveau du S&P 500.
Cette phase se termine souvent en conflit parce que le seuil de résistance est dépassé déjà. Il ne faut pas oublier cette dernière phrase. Cette phase se termine souvent en conflit. Attention, c'est une période très 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 dangereuse. Le mois d'août, c'est le mois d'août le plus dangereux quasiment on peut dire quasiment, pas de l'histoire de l'humanité, mais pourquoi pas. Et là, je pèse les mots. C'est très dangereux ce qui risque d'arriver, et on voit bien, même en France. Automne, phase de plateau qui se caractérise par la fièvre spéculative, la croissance économique financée par la dette, la désinflation et un niveau élevé de confiance. Hiver, phase durant laquelle la capacité excédentaire est réduite par la déflation et la dépression économique, la dette est remboursée ou répudiée, les marchés actions s'effondrent, tandis que le chômage de masse et les conflits sociaux s'ensuivent. Joseph Schumpeter, il y a un lien aussi par rapport à lui, alors juste après, quelques liens plus tard, a plus particulièrement modifié le concept original en liant les cycles aux innovations. Leur accumulation débouche sur des révolutions technologiques qui transforment les sociétés et déclenchent le cycle de Kondratiev. 5 révolutions de ce type ont eu lieu durant l'histoire des économies capitalistes modernes. La révolution industrielle qui a démarré vers 1771, l'âge de la vapeur et du rail 1829, l'âge de l'acier et de l'ingénierie massive 1875, l'âge du pétrole, de l'électricité, de l'automobile et de la production de masse, le Fordisme notamment, l'âge de l'information et des télécommunications 1971, qui est la même année du basculement du dollar, tout simplement. Et là, il y a une synchronisation entre ces deux choses. C'est très intéressant. Il faut voir aussi si en 1908, 1875, 1829 et 1771, il n'y a pas eu des crises à côté. Voilà. Le graphique ci-dessous met en exergue les 3 derniers cycles qui correspondent de façon approximative au ratio cours-bénéfice inversé sur 10 ans du Standard & Poor's 500. Lorsqu'une nouvelle technologie entre en scène, le rendement moyen commence à augmenter. Lorsqu'elle approche ses limites, le rendement baisse. Donc, avec le système monétaire que le système prépare, on peut se dire qu'il y a une nouvelle technologie qui risque d'arriver. Après, c'est une possibilité. Donc là, on voit le graphique. Nous sommes actuellement dans le 5e âge, mais la 6e révolution technologique arrive. Préparez-vous à l'âge de la cybernétique, on l'a bien vu dans les économistes, de la haute technologie et de l'énergie propre. Songez à tous ces progrès, les nanotechnologies, la biotechnologie, les énergies renouvelables, l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle, l'impression 3D, l'Internet des objets, la robotique, les véhicules autonomes, j'en ai déjà parlé. Et c'est lié à ça. Et l'or dans tout ça, ok, les robots c'est cool, mais quel est le rapport avec l'or? Eh bien, chaque nouveau cycle, l'on offre de nouvelles méthodes pour faire les choses de façon plus efficace, pour augmenter la productivité et doper la croissance. Là, très clairement, on va vers une société où on commence à voir des inégalités, et puis surtout, la disparition de certains corps de métier, quoi. Malheureusement. Et là, on le voit déjà avec le pass sanitaire, on voit déjà qu'il y a des corps de métier qui sont en train de s'effondrer, puisque les gens n'y vont plus, tout simplement. Certains économistes expliquent la grande récession et la reprise timide que nous connaissons par le fait que nous arrivons aux limites de la technologie actuelle. Donc lorsque la 6e révolution se manifestera, l'or pourrait souffrir. Cependant, les aficionados du métal jaune ne doivent pas désespérer. La diffusion de la technologie prend du temps et cela se fait souvent dans la douleur. Les innovations technologiques débouchent sur des changements sociaux, ce qui peut créer des conflits, même des guerres. C'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, malheureusement. Les nouvelles technologies donnent le pouvoir à certaines personnes de remettre en cause les élites du passé. Et puis il y a aussi la symbolique de personnes qui vont dans l'espace. Ça aussi c'est intéressant dans l'analyse. Certains analystes affirment que le 3e cycle a en fait atteint son pic durant la Première Guerre mondiale pour prendre fin durant la Seconde Guerre mondiale. Comme Kondiatreff l'a écrit, c'est durant les périodes d'émergence des cycles longs, durant les périodes de tension élevée, durant l'expansion des forces économiques, que la plupart du temps les guerres les plus longues et les plus désastreuses et les révolutions ont lieu. Les conséquences sont claires. La nouvelle révolution technologique apportera la prospérité, mais elle émergera dans la douleur. Et quel est le meilleur antidouleur? Oui, vous avez raison, l'or brillant de mille feux qui offre une assurance contre les turbulences économiques. Reste à savoir dans quelle phase du cycle nous sommes en ce moment. Pour terminer, alors que l'économie mondiale s'est redressée pour désormais croître, que l'inflation est basse, ça sort en 2018. Et il n'y a pas la réflexion post-Covid. C'est intéressant, tout de même en 2018, on y est dedans quand même,
que l'inflation est basse et que les actions continuent de grimper. Nous profitons du printemps, c'est pourquoi la demande pour l'or est en dents de scie depuis quelques années. Cependant, alors que la prochaine révolution technologique arrive, la confiance est en train de grimper, tandis que l'on commence à s'inquiéter de l'augmentation des prix. Nous pourrions entrer dans la phase estivale dans un futur proche, et tandis que l'inflation est de sortie pour prendre le soleil durant l'été, l'or devrait profiter de la situation. Oui, mais c'est d'Arcadius Chiron, publié le 16 mars 2013, donc c'est encore plus ancien. C'est quand même très 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 intéressant, bien sûr. Tout le monde a de l'or, hein, bien évidemment. Il faut se protéger, anticiper de ce qui risque d'arriver. C'est toujours dans la douleur, donc il faut avoir de l'or, très clairement, et avoir des provisions. Tout le monde le dit sur Internet maintenant. Hein, et il faut. Et la pédagogie aussi, comme les professeurs, etc. C'est aussi de savoir le répéter. Et moi, je le fais dans quasiment toutes mes vidéos. À chaque fois. Avoir de l'or physique, palpable, comme le meuble, et bien sûr faire des provisions sur plusieurs mois. Voilà, tout simplement. C'est quand même vital parce que la transition va faire mal, on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà, hein. Et les guerres, malheureusement, c'est des positions que c'est comme si on tirait le drap vers soi, en fait, par rapport à tous ces changements. Et comment les États-nations vont se positionner. Donc, malheureusement, les guerres, c'est par rapport à ça, notamment. Puis il y a aussi une idéologie spirituelle derrière aussi, par rapport au nouvel ordre mondial. Alors, passons à présent dans le vif du sujet, avec l'analyse du cycle de Kondratiev et son implication astrologique, bien évidemment. Parce que ça fait quand même plusieurs vidéos que je parle de l'astrologie et de son importance, et c'est important, ce point de vue astrologique sur ma chaîne, qui évolue. Hein, c'est quand même important son implication astrologique avec cet excellent article du site anglophone astro.com. Bien évidemment, je vais mettre ça en lecture immersive, comme de la quintessence jusqu'à un certain paragraphe du docteur Christoph Niederweiser. On y va, c'est parti. J'en profite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ce Kondratiev astrological, Kondratiev cycle. Alors, il me semble pas l'avoir traduite. Alors, il y a un petit souci de traduction, j'ai l'impression. Traduction en cours. Voilà, c'est traduit. Voilà, on y va, c'est parti. Et cette fois-ci, j'espère qu'on est en français. Alors, on n'est toujours pas en français. Je suis désolé, hein, c'est quand même bien dommage. Donc, je reviens en français, désolé. Ça traduit, mais en lecture immersive, ça ne le traduit pas. Alors, l'un des modèles de pronostic les plus discutés des études modernes sur l'avenir est le cycle de Kondratiev. Il postule un schéma régulier des hausses et de baisses dans l'économie allant de plus de 50 à 60 ans. Ce cycle est basé sur des changements de paradigme collectifs causés par l'émergence de nouvelles technologies qui révolutionnent à la fois l'économie et la société en général. L'économiste et astrologue allemand Christoph Niederweiser a identifié une relation étroite entre le cycle de Kondratiev et le cycle astrologique d'Uranus-Pluton et a créé une synthèse, le modèle d'Astro-Kondratiev. Les cycles sont la base fondamentale, bien sûr, du système astrologique, le circuit de la naissance, de la croissance, de l'aboutissement, de la rétraction et de l'achèvement pour une nouvelle naissance se reflète dans des modèles cosmiques comme le cycle de la Lune, le cours du Soleil et des planètes à travers le zodiaque, où les aspects entre les planètes de ce maillage du cycle astrologique, la qualité temporelle et individuelle d'un moment, d'une période ou d'une époque germe. Les cycles jouent également un rôle important dans d'autres domaines scientifiques, par exemple dans les domaines de la philosophie et de l'histoire, des théories cycliques et de l'évolution politique, ont été exposés par Platon, Aristote, Cicéron et Machiavel, et dans les théories cycliques de la morphologie culturelle présentées par Giambattista Vico, Leo Frobenius, Oswald Spengler et Arnold Joseph Toynbee. En sciences économiques, il y a les cycles du marché, les cycles commerciaux, les cycles économiques et le cycle de vie des produits. Il est logique de se demander alors s'il y a une correspondance entre ces cycles et les constellations astrologiques. On voit Nicolas Kondratiev
L'un des cycles les plus célèbres de la macroéconomie est le cycle de Kondratiev, également appelé vague de Kondratiev. Il a été présenté pour la première fois en 1926 dans un article de Nikolai Kondratiev, directeur fondateur de l'Institut de conjoncture à Moscou, où il a fourni des preuves de longues vagues dans la vie économique. En analysant empiriquement une gamme complète de données et de statistiques économiques historiques disponibles à l'époque, évolution à long terme des indices des prix des produits de base, taux d'intérêt, obligations d'État, chiffre d'affaires du commerce extérieur, production de charbon, d'acier et de fer, épargne privée ou salaire de diverses industries. Tendance significative s'est dégagée dans toutes ces séries de données. Une période de reprise d'environ 25 ans a été suivie d'une reprise descendante de durée similaire. Les nouvelles technologies de base en tant que moteur de la croissance économique. Kondratiev a cherché des modèles empiriques associés à ce cycle et il a trouvé une forte corrélation avec des changements significatifs dans la vie sociale et économique. Au début de chaque cycle, de nouvelles innovations technologiques apparaissent et révolutionnent les méthodes de production ainsi que la structure du marché mondial. Ces innovations trouvent les premières applications pratiques pour les marchés de masse et accumulent ainsi suffisamment de capital pour rentabiliser les investissements dans le nouveau secteur. Le nouveau marché commence à prospérer et devient bientôt le nouveau marché mondial du plomb. La première vague de Kondratiev connue a été initiée par la machine à vapeur et le tissé mécanique. Sur la base de ces technologies de base, la révolution industrielle a commencé vers 1790 et a déclenché une énorme reprise économique. En 1815, ce secteur a atteint son potentiel maximum. La croissance a ralenti et a finalement conduit au déclin et à la récession. Au cours de la période descendante du premier cycle, les technologies de base du deuxième cycle ont été inventées. Kondratiev identifie le chemin de fer public à vapeur 1825, la turbine, le ciment Portland, la moissonneuse mécanique, le télégraphe, on en a parlé, avec Claude Chappe et Samuel Morse, l'imprimerie rotative et la machine à l'utilisation pratique de ces innovations a initié la deuxième vague de Kondratiev vers 1850. Les transports de masse et les communications sont devenus les nouveaux moteurs de croissance. Les réseaux ferroviaires et télégraphiques s'étendaient à travers le pays. Pendant un quart de siècle, l'économie a connu un énorme boom, mais en 1873, la bulle de la manie du chemin de fer éclata et initia la longue dépression, un ralentissement économique qui dura 20 ans. Dans les années 1890, la troisième vague a commencé avec l'essor de nouvelles technologies de base, l'électricité, plutôt mise en place par Nikola Tesla, bien sûr. D'innombrables nouveaux produits et industries se sont électrifiés en combinaison avec une autre nouvelle invention, la chaîne de montage, qu'on peut appeler Fordisme par Henry Ford. Il a révolutionné la production. L'ère de la production de la masse moderne a commencé. Le troisième cycle a entraîné la transition vers la société de consommation moderne. Lorsque Kondratiev publia ses conclusions en 1929, il a été convaincu que ce cycle atteindrait bientôt les limites de sa croissance et qu'une ère de déclin allait bientôt arriver. Il avait raison. 3 ans après la publication de sa prédiction, de 1926 à 1929, le jeudi sombre, noir, a ouvert la plus lourde crise économique de l'histoire de l'humanité. L'économie mondiale a plongé dans une décennie d'hyperinflation, de chômage de masse et de dépression sévère. Donc là, on voit à peu près le tableau des vagues de Kondratiev avec le 5e cycle de Kondratiev, et on ne sait pas quand il se termine. Là, on est en plein 5e cycle de Kondratiev avec la pointe haute. À chaque fois, la pointe haute automobile, même 2 ans avant, on a cette révolution des télécommunications. Donc, il y a quand même quelque chose à voir au niveau astrologique. Effectivement, quand on voit ça, on voit le tableau, très bien. Sauf que, très clairement, ces dates-là ont un sens.
Et elles ne sont pas mises au hasard par rapport à le classique Kondratiev, ouais, hein, c'est le classique. Et là, il y a quand même des choses à voir. À chaque fois, il y a un écart qui est très clair. Ici, nous avons 25 ans d'écart et ici, 35. Donc, 25 ans et 35, il y a 10 ans d'écart. Ici, on a 23 et 27, donc il y a 4 ans d'écart. Encore une fois, ici, il y a 20 ans et 30 ans, donc il y a 10 ans d'écart. Ici, encore une fois, 23 ans et 27 ans, 4 ans d'écart. Et ici, on a 12 ans. Et donc, il y a quelque chose à comprendre. Si à chaque fois, il y a 10 ans et 4 ans d'écart, 10 ans et 4 ans d'écart, ici, on peut dire 10 ans d'écart entre l'écart. On a 12 ans d'écart, donc 12 plus 10, on a 22. Ici, c'est 2024. Astrologiquement, c'est implacable. Et il faut faire attention, ici, en 1990, 3 ans plus tôt, on a eu un crack en 1987. Ici, 2024, 3 ans, on peut avoir un crack en 2021. Donc, c'est implacable, astrologiquement. Ici, c'est 2024, la fin de la cinquième vague, d'un point de vue de cette vague, et de sa compréhension, et des écarts. 10 ans, 4 ans, 10 ans, 4 ans. C'est par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment très important, et c'est remarquable. Là, pour le coup, j'étais assez estomaqué quand j'ai vu ça. Effectivement, alors justement, ici à la Missa, c'est pour que nous, on puisse réfléchir et de comprendre les vagues. Là, très clairement, c'est au niveau des écarts. C'est quand même assez important. Avec, oui, là, pour le coup, là on dit la santé, oui, parce qu'on voit bien ce qui se passe en ce moment. On ne sait pas quelle thématique de révolution technologique, mais de ce qu'on voit en tout cas, on a l'impression que c'est le monde quantique, etc., qui peut être lié aussi à la santé, bien évidemment. Donc c'est vraiment important. Je ne dis pas que c'est sûr à 100%, c'est pas ça, mais c'est juste quand on suit la logique, c'est 2024. Et 3 ans de 20, il y a un crack. Mais est-ce que c'est juste pour se situer, hein, tout simplement. Je ne sais pas que c'est pas. Mais il y a quand même une concordance, quand même. Hein. Donc, pour terminer, les vagues de Kondratiev aujourd'hui, initialement, hein, la théorie de Kondratiev n'a pas gagné beaucoup d'attention. Cela a changé en 1939, hein, lorsque l'économiste autrichien Joseph Schumpeter a publié son livre Influent sur les cycles économiques. Il a présenté les vagues de Kondratiev à un public plus large et les a confirmées empiriquement sur la base des prix de gros annuels aux États-Unis. La réaction de la communauté scientifique ont été controversées, d'autant plus que 3 répétitions de l'onde n'ont pas été jugées suffisantes pour prouver l'existence d'un cycle d'onde longue. Que s'est-il donc passé au cours des 70 dernières années? Pardon. Dans quelle mesure les développements économiques banals ont confirmé le schéma de Kondratiev? Au début du XXIe siècle, les longues vagues sont encore populaires et fréquemment débattues, en particulier dans le domaine des études d'innovation, de la recherche sur les tendances et de la futurologie. Des auteurs tels que Léo Nefiodov, Carlota Pérez et Christophe Freeman supposent qu'il y a eu 2 autres vagues depuis l'époque de Kondratiev et Schumpeter. Le tableau ci-dessus illustre l'hypothèse contemporaine, typique du motif des vagues. Selon ce modèle, la 4e vague a commencé au milieu des années 40 avec les industries émergentes de l'automobile et du transport aérien. Le thème central était mobilité individuelle. En 30 ans, ce marché s'est développé massivement, en fin de compte. Presque tous les ménages des pays industrialisés avaient été motorisés et les voyages aériens étaient devenus abordables pour les masses. Effectivement, on peut se dire, voyage dans l'espace, ce sera abordable dans quelques années, mais bon, pour quel type de personnes au niveau de la société, quoi. On voit bien ce qui se passe. Le point culminant et le tournant de ce cycle sont marqués par les crises pétrolières des années 70, qui ont remis l'économie dans une trajectoire descendante avant de trouver un nouveau noyau d'innovation pour la croissance. La 5e vague de Kondratiev
pour terminer ces deux derniers paragraphes, a débuté dans les années 1980 avec l'émergence des technologies de l'information. Les ordinateurs sont devenus un outil pour tout le monde. Donc effectivement, là aussi, c'est comme les avions, etc. Internet, au début, c'était militaire, etc. Maintenant, c'est accessible à tout le monde. Effectivement, l'industrie de l'Internet et de la téléphonie mobile s'est étendue dans le zeitgeist et a connecté des millions de personnes à travers le monde. L'électronique grand public a commencé à dominer le marché mondial. Lorsque la bulle de la nouvelle économie a éclaté en 2001, de nouveaux adeptes de Kondratiev ont proclamé que le point culminant de ce cycle avait atteint et ont prédit un ralentissement pour l'avenir. Cependant, au cours de ce déclin, les technologies de base pour la sixième vague de Kondratiev à venir se développeraient. La plupart des auteurs ont identifié des domaines tels que la protection de l'environnement, la santé holistique et la technologie biomédicale comme des candidats chauds. Et oui, c'est surtout ce qu'on voit en ce moment, c'est la technologie biomédicale avec l'ARN messager, hein, comme des candidats chauds, et les ont résumés sous le thème central de la santé humaine et environnementale. Effectivement, c'est la thématique qu'on voit en ce moment, hein, la santé humaine et environnementale. Très clairement, c'est ça. C'est implacable astrologiquement et c'est un travail remarquable, tout simplement. Bien sûr, est-ce que ça va dans le sens du vivant? La vaccination, avec les informations que nous avons, la vaccination contre le Covid, c'est pas. Avec les informations qu'on a, c'est terrible. Hein. En plus, on ne peut même pas parler de vaccination, de toute façon. D'injection expérimentale. Donc, mais c'est la bonne thématique en tout cas. C'est quand même très 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 important. Après avoir étudié les cycles de Kondratiev et leurs vagues en détail, voici deux slides player concernant les 5 C. Là, il y en a 4, il y en a un cinquième. Hein. Croissance, conjoncture, crise, cycle, capitalisme. Pour mieux comprendre les mécanismes, les rouages, incidences qui ont conduit à ces mouvements. Hein, cycliques, alors juste pour les présenter, parce que c'est les sites slideplayer.fr de Yvan Péguiron en 2009 de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud à Lausanne, le second, qui est celui-ci, les formations du Parti communiste français, le 12 octobre 2013 de Sébastien Elka. Voilà pour ces deux slides payants, on va quand même en profiter pour essayer de bien comprendre ensemble, hein, justement, tous ces phénomènes extrêmement importants. Alors, je vais faire un peu plus gros, je ne vais pas mettre en grand écran. Ça va vu que je vais un peu faire des mouvements sur les deux. Oui, voilà, je vais jongler sur la lecture des deux slide players. C'est plutôt ça. Parce que ce sont aussi deux visions différentes. Donc la croissance, augmentation de la qualité de biens et de services produits dans un secteur d'activité ou sur le plan national. Les grandes inventions qui ont engendré de la croissance. Donc là on voit un peu tout, la pénicilline, la télévision, l'aviation. En plus on a même les noms des inventeurs, téléphone mobile, internet, nanotechnologie. Avec des couleurs différentes, imprimerie, fourneau, etc. C'est dommage qu'il n'y a pas Nikola Tesla, encore une fois. Voilà. Je le répète souvent, mais c'est quand même. Avec plus de 700 brevets, c'est incroyable de ne pas le mettre. C'est vraiment dommage. Le PIB, instrument de mesure de la croissance. Le PIB est la valeur des biens et services produits dans un pays en une année. Donc on a les chiffres de l'OCDE, taux de croissance annuel et les indices de prix à la consommation. Je continue. PIB, la Suisse, la récession est là. C'est pas vraiment récent comme side payer, mais il est très 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 intéressant. Là, c'est le chiffre d'affaires de certaines multinationales comparé avec le PIB des États. La croissance peut être accompagnée de périodes plus courtes, d'expansion, de récession, de dépression. La récession, elle se mesure par la diminution du produit intérieur brut, d'une ampleur cependant limitée, 1 ou 2 points. Si la récession est plus sévère et si elle se prolonge, on parlera de dépression. Si elle s'accompagne d'un blocage plus profond des mécanismes de la croissance, on parlera de crise. Sous le cycle, une tendance décroissante.
niveau du PIB mondial. Conjoncture. Croissance, on l'a vu. Alors, tendance générale du PIB a augmenté. Par analogie, on peut comparer la croissance au climat, un ensemble de conditions qui se vérifient sur une longue période. Conjoncture, le PIB peut varier à la hausse ou à la baisse d'une année à l'autre. Par analogie, on peut comparer la conjoncture à la météo, les conditions du monde. Le carré magique, instrument de mesure de la conjoncture, le carré magique est la représentation graphique qui permet de mesurer l'état de santé d'un pays à partir de 4 critères: emploi, croissance, équilibre extérieur, stabilité des prix. Donc on voit les incidences et les tableaux. Je passe rapidement, c'est quand même assez intéressant. Crash et crise. C'est quand même intéressant. Et je vais juste sur le slide, sur l'autre, pour vous parler justement de toute cette séquence concernant les crises avant de passer à la crise récente, la Grande Dépression de 1873-1800. Alors je fais voilà, pour pouvoir avancer. Stabilité politique, la forte croissance en Europe et aux USA depuis 1850. Plus de guerre majeure depuis 1815. État bourgeois fort de Napoléon III, Bismarck, Victoria, etc. L'argent ne manque pas, ruée vers l'or de Californie. Forte inventivité financière, libéralisme, progrès technique dans tous les domaines. Agriculture, industrie, transport, communication, construction, etc. Les capitalistes, inévitablement, s'emballent. Veulent toujours plus de profit. Bien sûr, vous avez compris que c'était une vision communiste des choses, mais c'est très intéressant quand même. Historiquement, le début spéculatif se forme en Europe immobilière, surtout à Londres, Vienne, Paris, en chantier permanent. Aux USA, ferroviaire, presque 400 compagnies en 1873, compétition folle. En 1873, la démonétisation de l'argent en métal aux USA crève par ricochet. S'ensuit 25 ans de stagnation économique, chute des prix, notamment agricoles, misère, migration massive, exode rural. L'activité industrielle se ressent dans les grandes villes, petites industries localisées dans les campagnes, près des facteurs de production, main-d'œuvre et capital financier ferment en masse ou sont rachetés. Alors, quelle sortie de crise rapidement? Pour maintenir les profits, les entreprises sont concentrées. Un cartel à l'Allemagne, reste aux USA, concentration des premiers grands empires industriels. Carnegie, Cargill, JP Morgan, Rockefeller. Les États se replient et s'arment. Fin du libre-échangisme. Accélération de la colonisation pour sécuriser approvisionnement et déboucher, exacerbation des nationalismes. Lénine, Ferry, Jaurès. Jaurès, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Ferry, la politique coloniale est fille de la politique industrielle et pour Lénine, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Confronté à la crise de la fin du 19e siècle, les tirant profit des progrès techniques, je ne sais pas si on va bien, l'encadrant rouge, le capitalisme affirme son caractère impérialiste et parvient à se relancer. De 1895 à la Première Guerre mondiale, l'économie reprend des couleurs. Les ferments de haine aboutiront aux grandes boucheries du XXe siècle sont semés. Je reviens sur le premier slide. C'est quand même extrêmement intéressant. Donc on voit la bulle financière, mais un creux boursier comme celui de 85 ne débouche nécessairement pas sur une crise économique. Donc là on voit à peu près toutes les crises qu'on a vues ensemble. La chute de Babylone, les crises, 1684, la crise. Là on voit par rapport à ce qui s'est passé en 1720, le roi Soleil vient de mourir, Louis XIV. Alors, petit-fils du défunt, le succès, mais il n'a que 5 ans. En attendant sa majorité, la France sera régée par Philippe d'Orléans, neveu de Feu le roi. Les finances du royaume sont au plus bas et le régent cherche un système économique pour relever l'État. Tout le monde veut des billets de l'eau et des actions en société. J'en ai parlé à la compagnie d'Occident. L'eau absorbe, c'est la compagnie des Indes, les cours montent et la spéculation fait rase. Le carrosse de John Law. Attaqué par des Parisiens mécontents, les épargnants ruinés. En octobre, les billets n'ont plus cours. Toujours en octobre, les billets n'ont plus cours, l'expérience est arrêtée. Les soldats entassent billets à actions de la compagnie et mettent le feu devant la foule en couleur 1929. Le crack qui se produit à Wall Street le 24 octobre 1929 est un événement considérable. L'effondrement des cours de la bourse de New York provoque l'affolement des milieux financiers. Donc là, on voit bien le crack
au cours des actions de New York. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, là on voit les photos de Wall Street, il me semble. Rapidement, la crise financière s'étend à l'ensemble de l'économie américaine, puis à l'économie mondiale. L'activité diminue fortement dans tous les pays industrialisés. Aux faillites bancaires succèdent les fermetures d'usines. Surproduction, en 1931, des chômeurs anglais font la queue pour trouver un job dans les docks. La crise de Wall Street de 1929 a précipité l'économie mondiale dans la récession. En 1933, Franklin Delano Roosevelt est élu président des États-Unis. Son programme interventionniste, le New Deal, permettra aux Américains de sortir de la crise. Voilà, je reviens sur le second slide concernant la crise des années 30. Pour faire le lien, pour bien faire le lien, pour bien comprendre. La Première Guerre mondiale a été une boucherie atroce, mais un accélérateur industriel fabuleux. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Anatole France. Les usines ont tourné à plat, dimensionné par la vorace économie de guerre aux USA en particulier. Le progrès technique a été formidable. De nouvelles méthodes de rationalisation de production, taylorisme, ont accru l'exploitation, mais aussi la productivité du travail. Les empires coloniaux ont aspiré les ressources naturelles du monde entier. Malgré les besoins de la reconstruction, la crise de surproduction est inévitable. Donc là, c'est ce qu'on est peut-être en train de voir. Il y a peut-être une crise de surproduction, notamment au niveau de l'agriculture. Peut-être. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On risque d'avoir des pénuries, possiblement organisées, mais là, très clairement, s'il y a des routiers qui font grève, etc., effectivement, ce qui est tout à fait logique, il faut réagir face à ce qui s'est passé. Face à ce qui se passe globalement. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc, très clairement, le mois d'août va être très, très, très difficile. Malgré montée des contestations, révolution russe, péril bolchevique, inégalité et injustice sociale sont de moins en moins tolérées. La colère gronde. Une partie de la bourgeoisie industrielle prend conscience de la nécessité de tout changer pour que rien ne change, de créer un mode de développement moins injuste qui lui permettra de justifier la continuation de l'exploitation. Alors, quelle sortie de crise? Henry Ford, ses ouvriers doivent pouvoir acheter les voitures qu'ils produisent. Keynes, face à l'exubérance irrationnelle des marchés, il faut mener une politique de la demande plus stable. Gramsci, la bourgeoisie maintient son contrôle économique en faisant quelques concessions qui ne modifient que les formes de son hégémonie. Réformisme, taylorisme et fordisme sont des exemples de ce processus. Bernays parlait à l'inconscient du peuple ignorant pour l'amener vers les bons choix démocratiques, dont celui d'acheter le savon Procter & Gamble. Ça fait penser un peu au mot vaccin, comme si c'était la panacée. Alors que la consommation moteur de l'économie a relancé la production en créant des perspectives de déboucher. L'élite bourgeoise ne suffit plus, il faut une consommation de masse soutenue par les nouveaux médias. Et très clairement, la vaccination, c'est une consommation de masse. Et faire appel à la commande publique aux grands travaux. Je suis désolé, hein. Après, c'est pas comme si on consommait de la nourriture, ça c'est sûr. Au niveau du corps, c'est quand même industriel, ça. Intégration du politique et de l'économie. En cédant suffisamment aux revendications salariales et sociales, on évite la remise en cause radicale. L'ouvrier dépensant tout son revenu, la redistribution demeure source de profit. Petit possesseur, il acquiert un intérêt à la conservation. Le temps humain hors travail, lui aussi exploité pour la consommation, n'est pas consacré à des activités plus subversives. Donc là, on voit à peu près, je ne sais pas si on voit bien, c'est l'écran rouge. Entre deux guerres et surtout d'après-guerre, se met en place à l'Ouest un système économique capitaliste dont le moteur est la consommation, dans lequel l'État joue un rôle fort artisan d'un compromis entre capital et travail, redistribution et progrès social, mais sans remise en cause d'un régime d'exploitation et avec de juteux profits garantis aux capitalistes. Cette réponse idéologiquement social-démocrate est portée par la théorie économique keynésienne et implique l'assentiment de la population obtenu par l'intérêt réel, autant que
par l'usage des nouvelles technologies et techniques de propagande télévision en tête. Ce modèle demeure hégémonique jusqu'aux années 70. Donc là on voit mécanique historique, elle marche de manière grande dépression, impérialisme exacerbé, crise des années 30, verrouillage consumériste. Grande dépression, révolution, barricade, 1848, printemps des peuples, commune, la colère populaire pèse sur les gouvernants. Bismarck, les sociodémocrates iront jouer de la flûte quand le peuple verra que le souverain s'occupe des intérêts, des lois sociales, encadre le travail des enfants, le temps des grèves, travail, syndicats, etc. C'est en pleine crise que l'école républicaine est créée. Démarre en Angleterre les mouvements des suffragettes, sont stoppés, les derniers grands courants esclavagistes sont structurés, les bourses du travail mutuel, etc. La crise des années 30, le retour de la crise de 1929, permet d'imposer la séparation et la régulation des activités bancaires. C'est pensé, comme le nous dit justement, et ça vient en complément, la nationalisation de la Banque de France, une certaine mise au pas des financiers. C'est entre deux guerres qu'ont éclos le vote des femmes en 1944 en France, mais avant la guerre dans la plupart des pays européens, les congés payés et limitation du temps de travail, les premières généralisations de protection sociale, à la libération en fin de cycle bas. La sécurité sociale concrétise dans ces domaines l'idéal de chacun suivant ses moyens, à chacun suivant ses besoins. Les crises sont aussi le moment de faire avancer les idées progressistes. Donc voilà qui est intéressant. Donc je reviens sur l'autre concernant la crise de 1987. Le krach de 1987, mercredi 14 octobre 1987, à 8h30, les États-Unis annoncent un déficit record de 15,68 milliards de dollars pour le mois d'août. À 16h30, à la clôture du New York Stock Exchange, l'indice Dow Jones bat son record historique de baisse au cours d'une seule et même séance, 95 points de moins, 3,8%. Ce nouveau record ne tiendra que 48 heures. C'est quand même le krach de 1987, le Nasdaq, on voit bien le cours du Nasdaq, du 2 au 31 octobre 1987, traumatisé par les mauvais résultats de la balance commerciale américaine en août et ébranlé par les menaces de James Baker, les gestionnaires de fortune japonais se mirent à vendre en masse les bons du trésor américain qu'ils détenaient. Il en résulte une chute de prix de ces bons et une hausse des taux d'intérêt. Le lundi 19 octobre 1987, la bourse américaine chute de 22,6%. Dow Jones perd 508 points, 500 milliards de dollars sont partis en fumée, entraînant la chute des bourses du monde entier. Cette crise financière, pourtant d'une ampleur comparable au krach de 1929, n'entraînera pas de crise économique. C'est quand même intéressant. Donc, je vais sur l'autre. Voilà, on a les 30 glorieuses, et tous ces mots intéressants. Et qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? La riposte libérale s'organise 1947, Société du Mont Pèlerin. Les libéraux ont été laminés par la crise de 1929, par la guerre et la collaboration, par l'hégémonie de la pensée réformiste keynésienne. Pour autant, quelques-uns ne baissent pas les bras, préparent une reconquête qui prendra 25 ans. Allez, Friedman, l'école de Chicago, la formalisation de la pensée néolibérale, homo economicus, l'individu seul, c'est ce qui est bon pour lui, la société n'existe pas. Si l'on n'intervient pas trop dans ses affaires, il fera son bonheur. L'État oppresseur au seul service des hommes politiques et d'une bureaucratie inefficace et corrompue, le réduire à son expression minimale et le chanter prioritaire. En particulier, l'État social et son insistant qui étouffe l'esprit d'entreprise. Pertinence économique, la libre concurrence et le libre échange obligent chacun à donner le meilleur de lui-même et permet l'allocation optimale des ressources. Tout au plus fort des miettes aux autres. Dès les années 60, l'agenda de la contre-révolution néolibérale est prêt. Il ne reste qu'à trouver les leviers politiques pour le mettre en œuvre. Ce seront Pinochet et ses Chicago Boys, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, l'Europe et l'opportunisme de la stratégie du choc développé par le livre de Naomi Klein. Très important. Années 70, crise du modèle keynésien.
Les économistes en voient les signes statistiques. Trop de capital, production, montée du chômage, problèmes financiers, monétaires, inflation. De fait, les hausses de salaire sont neutralisées. On voit un peu mal, hein. Avec les progrès de communication et de transport, les capitalistes vont chercher le profit maximal à l'étranger. Les fermetures commencent, la relance keynésienne est impuissante. Le contre-modèle communiste perd en influence. L'agenda libéral trouve parmi les élites politiques conservatrices le monde de la finance un public attentif. Exemple, en 1971 et en 1979, grave tension sur le dollar US. En 1983, idem sur le franc. 1971, comme je disais, désindexation du dollar sur l'or, logique encore keynésienne d'intervention monétaire. 1979, les taux de la Fed pourront monter très haut. Réponse anti-keynésienne monétariste égale néolibérale casse l'inflation mais illustre la prise de pouvoir des financiers. Bien sûr. Là, on voit pas de dérégulation en décloisonnement à petite touche l'agenda néolibéral avant ça. Donc on voit à peu près tous les événements avec la stratégie du choc du néonucléaire ou la montée du capitalisme, du désastre. Le néolibéralisme a fatalement un coût social élevé qui risque de provoquer des réactions violentes de la population. Il faut donc appliquer un électrochoc à la société. 35 ans de néolibéralisme, quel résultat? Spéculation sans limite. La quantité de monnaie en circulation a augmenté bien plus vite que la richesse réelle. La différence, c'est l'argent de la spéculation. Effectivement. Avec le fameux crédit des faux swaps, etc. Effet de levier. Le pouvoir des banques de créer la monnaie d'intérêt public est utilisé plutôt pour prêter aux spéculateurs que pour des investissements créateurs d'emplois et de richesses réelles. Le pouvoir aux actionnaires. En bourse, le rendement financier de 15-20% est devenu une norme, imposant une pression colossale sur les salariés, les systèmes sociaux, toute l'économie. Désindustrialisation, concurrence, chômage, précarité. L'économie réelle, l'industrie en particulier, ne peut pas suivre. Pour répondre aux exigences de rendement toujours plus élevées, elle doit jouer au Monopoly. Fusion, acquisition, c'est ce qu'on voit, groupe Volkswagen, etc., General Motors, 4500 milliards en 2007, délocalisés, c'est ce qu'on voit, faire du zéro gras, externaliser, comprimer les salaires, précariser, individualiser, surexploiter. Heureusement, c'est ce qu'on voit. Les travailleurs peuvent de moins en moins tirer l'économie par leur consommation. C'est tout un modèle de société qui est sous tension, sans parler de dommages humains. Et oui, donc je reviens sur le premier slide, avec la crise de 2000. Les bourses américaines s'effondrent. Chute de points record pour le Dow Jones et le Nasdaq. Les grandes dates de l'indice composé de la bourse électronique créée par l'Association nationale des courtiers boursiers. Donc là, c'est ce qu'on voit. Le Nasdaq termine à 2470 points pour une chute de 39,3 sur un an fin 2000. Quand même très intéressant. Donc là, on a les grandes dates du Nasdaq. Avec les cours, à divers moments, en mars et en avril, les trois grands marchés boursiers d'Amérique du Nord perdu un total combiné de plus de 4 billions. 4 x 10 puissance 12 dollars, 4000 milliards de dollars en valeur marchande. Le Nasdaq a perdu 2000 milliards de dollars. Le NIS un peu moins et le TSE canadien a perdu un tout petit 300 milliards de dollars canadiens. Cette perte équivaut à 700 $ US pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la planète. Crise de 2007. La fameuse crise des subprimes, cette crise financière et boursière mondiale déclenchée en 2006 par un krach des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Les subprimes révélés au monde en février 2007, puis transformés en crise financière mondiale à partir de l'été 2007. Les subprimes sont des crédits à risque comprenant les prêts hypothécaires accordés aux États-Unis à une clientèle peu solvable, sur la base d'une majoration du taux d'intérêt. Les remboursements d'emprunts immobiliers étant différés pour s'imputer sur le prix de revente du logement, le double mouvement de baisse des prix de l'immobilier aux États-Unis et de remontée des taux d'intérêt a conduit au défaut de paiement de nombreux emprunteurs et donc à la mise en situation de faillite ou de quasi-faillite des établissements spécialisés aux États-Unis. La suite de la crise des subprimes, les grandes banques d'affaires américaines et européennes ont enregistré d'importantes dépréciations au troisième trimestre 2007. Donc on voit bien toutes ces banques de Tubank, 2,2 milliards,
Merrill Lynch, tous sont perdus. Les estimations du coût global de la crise sont de 565 milliards de dollars pour la seule exposition des banques au secteur des subprimes, mais 945 milliards de dollars pour le coût total de la crise financière selon une estimation du FMI en avril 2008. Donc là on voit les bourses, les graphiques, le 9 octobre, excusez-moi, j'étais un peu trop loin. Le Dow Jones perd 7,33%, la pire baisse depuis le crack de 1987, le 9 octobre 2008. C'est quand même impressionnant. Il faudra voir le Dow Jones aussi, hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais voir ça aussi. Selon le journal Le Monde, la question des pertes récentes des banques américaines, britanniques, espagnoles, suisses atteint la somme astronomique de 1200 milliards, 225 milliards. Depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, plus de 500 milliards de dollars ont été investis en capital par les États dans le secteur bancaire mondial. Donc là, on voit la chute de la bourse et le système, la sphère financière, la sphère microéconomique. Baisse de la consommation, licenciement faillite, on a bien vu en 2008. Baisse des revenus, augmentation du chômage. Donc voilà. Pour ce slide extrêmement intéressant. Et là, je rebondirai encore une fois sur la crise de 2008 par rapport au second slide player. Et pour terminer, pour maintenir malgré tout le modèle économique porté par la demande, les génies de Wall Street avaient conscience du système formidable, crédit facile, quels que soient les revenus immobiliers garantissant une plus-value sans se fatiguer, tous propriétaires. Mais un jour, quelqu'un vit que le roi est tenu, crac, crise des subprimes. Enchaînement. C'est intéressant de voir les deux visions. Les junk bonds, titres de propriété sur les dettes contractées par ceux qui ont cru au mirage du tout propriétaire spéculatif et se sont lourdement endettés alors que leurs revenus stagnaient ou reculaient, ont envahi les coffres de toutes les banques. Quand de plus en plus de ménages seront endettés, se trouvent en défaut de paiement, les établissements les plus intoxiqués à cet argent facile révèlent d'un coup leur fragilité. Lehman Brothers, notamment, Freddie Mac, Fannie Mae, la finance US au bord de l'effondrement. Avec l'intégration des systèmes financiers internationaux, la crise s'étend à l'Angleterre, Northern Rock, à l'Espagne, toute l'Europe. L'action d'urgence des États empêche l'effondrement, mais on s'aperçoit assez vite que les banques ont 2200 milliards de produits toxiques, produits dérivés, dans les coffres pour 1200 milliards de fonds propres. Le risque de réaction en chaîne est réel. Les États G20 s'entendent alors pour mener des actions d'assainissement des bilans des banques, lancer des plans de relance massifs subventionner les profits bancaires, tout faire pour enfler les banques avant qu'elles ne s'effondrent. Pour terminer, la crise, c'est quand le vieux monde se meurt et que tout le monde tarde à apparaître. Et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Gramsci. Depuis 2009, on a fait gagner énormément d'argent aux banques, qui vont très bien. Merci, ce qui s'est fait en transférant les problèmes sur les États, dont la politique d'austérité passe à son tour la charge de la prise aux citoyens, les systèmes sociaux, et sur le fond, on n'a rien réglé. Les énormes tensions sociales, écologiques, énergétiques, monétaires, géopolitiques, libidinales, même demeurent. Nous sommes dans une situation stable, tout est possible. La leçon de Marx. Les rapports de force découlent du process de production. Il s'agit donc de comprendre quel vieux monde il s'agit d'aider à mourir, quel nouveau monde tarde à naître et comment l'y aider. Une chose est sûre, pour affronter les monstres financiers, il faudra une politique économique et monétaire qui vise à desserrer le nœud du crédit et rendre l'argent utile, une politique de processus de production et de consommation, politique industrielle qui donne le cap de la réponse aux grands enjeux du temps, évidemment, une mobilisation politique et sociale qui construisent l'indispensable rapport de force. Donc voilà, politique économique monétaire, rendre l'argent utile, à nouveau crédible, ça c'est plus la vision. C'est un peu plus la vision communiste des choses. J'ai quand même eu une belle quintessence, mine de rien, concernant ces deux slides derrière. C'est vraiment extrêmement très didactique, enrichissant. La confirmation de la destruction créatrice du monde capitaliste, c'est-à-dire la manière dont elle se
renouvelle à travers ces cycles. Donc là, nous avons encore, on peut dire, une vision communiste des choses. Antica novi par leur profit, mais la destruction est une forme de création, une vision schumpeterienne. C'est quand même extrêmement intéressant par Gilles Dostaler. On va voir si ça fonctionne en lecture immersive. On y va. C'est quand même extrêmement important, cette destruction créative, et comment, cycliquement, le monde capitaliste se réinvente à chaque fin de cycle. Par rapport, notamment, au cycle de Kondratiev. On est toujours dans le monde de système capitaliste depuis 1771, voire encore reculé, et ça se renouvelle, mais par une destruction créatrice, finalement. Et on va voir ça ensemble, toujours avec la quintessence. C'est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Super. Schumpeter était un personnage contradictoire, conservateur hostile à l'interventionnisme, et il admirait Karl Marx et affirma dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie que le capitalisme était condamné et le socialisme inéluctable. Admirateur de Léon Walras, il était critique de la démarche néoclassique, de sa conception de l'équilibre et de la neutralité de la monnaie. Il considérait que l'économie ne pouvait rendre compte à elle seule des problèmes économiques et devait être étroitement associée à d'autres disciplines comme l'histoire, la sociologie, la psychologie et l'astrologie, bien sûr. C'est quand même intéressant. J'avance. Dans l'analyse schumpeterienne de la croissance, les innovations jouent un rôle central. Le terme ne s'applique pas seulement au progrès technologique, mais aussi au changement dans l'organisation industrielle, à l'apparition de nouvelles marchandises, de nouveaux débouchés, de nouvelles matières premières. Pour que les innovations suscitent de la croissance, deux personnages sont nécessaires, l'entrepreneur et le banquier. Le premier est un être ambitieux, énergique non conformiste, mu par ses pulsions plutôt que par la rationalité. Il saisit les opportunités et transforme les innovations en investissement, mais il peut le faire sans l'aide du banquier qui finance l'investissement avec des crédits créés ex nihilo sur la base de la confiance. Ce n'est donc pas, comme dans la théorie classique, l'épargne qui crée l'investissement. Sur ce point, Keynes, Marx et Schumpeter se rejoignent. Les innovations n'apparaissent pas de manière régulière, mais par grappes discontinues qui provoquent des vagues d'investissement et de croissance dont les effets s'atténuent progressivement et qui sont suivis de crises et de dépression. De ces phases de destruction créatrice naissent de nouvelles périodes d'expansion. Dans Business Cycle, Schumpeter distingue trois types de cycles baptisés du nom de ceux qui les ont d'abord identifiés: Kondratiev, environ 50 ans, Juglar, environ 10 ans, et Kitchin, environ 40 mois. Voilà, donc on a les théories dynamiques du capitalisme, quelques paragraphes à voir. Voilà, je commence ici. Le processus de destruction créative. Pour Schumpeter, le capitalisme est un processus d'évolution, un processus dynamique. Au cœur de ce processus se trouve celui de la destruction créatrice, qu'il définit comme un processus organique, c'est-à-dire qui révolutionne constamment de l'intérieur la structure économique en détruisant continuellement ces éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. L'impulsion fondamentale provient de l'innovation qui se diffuse en grappe et qui donne naissance à de nouveaux produits, de nouvelles méthodes de production, de nouveaux marchés, de nouveaux types d'organisation industrielle. C'est l'entrepreneur qui traduit les découvertes, les inventions en innovation, c'est-à-dire en activité économique nouvelle. Il a donc une fonction sociale importante car c'est de lui, de ses décisions, de son intuition, de sa recherche du profit que dépend en fin de compte la croissance économique et le développement des sociétés. Schumpeter est d'accord avec Marx, le capitalisme en se développant génère des forces de sa propre destruction. Les raisons seront toutefois différentes. Le capitalisme engendre de la bureaucratie qui élimine l'entrepreneur et les processus de destruction créatrice engendrent une hostilité grandissante de la société à l'égard du capitalisme. Au bout du compte, la dynamique capitaliste est brisée. Le crépuscule de la fonction d'entrepreneur, le développement du capitalisme induit le développement des innovations et du progrès technique. Celui-ci se routinise et se dépersonnalise. Le rôle de l'entrepreneur est alors déconsidéré, son statut social dévalorisé. Le progrès technique devient l'affaire d'équipes de spécialistes entraînés qui travaillent sur commande, écrit Schumpeter.
De plus, dans les grandes entreprises qui se sont constituées, la bureaucratie s'installe, le pouvoir de décision se dilue avec les dirigeants salariés et les actionnaires pas vraiment concernés par la propriété de l'entreprise. L'entrepreneur est poussé vers la sortie, sans pour autant qu'il soit remplacé dans sa fonction fondamentale de découvreur de nouveaux produits, processus de production et d'organisation. Les innovations et les occasions d'investissement se réduisent. Le mécanisme de destruction créatrice se grippe inexorablement. L'hostilité grandissante de la société. Le processus de destruction créatrice bouscule l'ordre établi et finit par détruire les institutions. Le manoir, le village, la guilde artisanale et les privilèges passés, la noblesse terrienne, l'aristocratie, le clergé, lentement, mais toujours inexorablement, toute la société est affectée par le côté destructeur du capitalisme et devient hostile à la propriété, à la liberté d'entreprendre. Le pouvoir politique, l'État régulateur et taxateur, à l'image du corps social qui représente, multiplie les entraves du capitalisme. La phase de décomposition du capitalisme intervient en but à l'hostilité croissante de leur entourage et aux pratiques législatives, administratives et judiciaires engendrées par cette hostilité. Les entrepreneurs et les capitalistes, en fait toute la couche sociale qui accepte le programme d'existence bourgeois, finiront par cesser de remplir leurs fonctions. Ils en viennent à considérer que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Pour terminer, l'hostilité de la société, Schumpeter constate à son époque, à travers la montée des mouvements totalitaires nationalistes, la venue du socialisme lui paraît alors inéluctable. La bourgeoisie, à l'écart du pouvoir, la fin programmée du capitalisme repose chez Schumpeter sur une vision particulière de l'attitude de la bourgeoisie dont sont issus les entrepreneurs vis-à-vis du pouvoir. Même si la bourgeoisie a été à la tête des villes à la fin du Moyen-Âge, elle n'a pas voulu du pouvoir central et a laissé les commandes de l'État aux anciennes classes dirigeantes. Dans un premier temps, il y a entente entre l'État et la bourgeoisie. Le premier apporte un soutien politique au second et ce dernier soutient un soutien économique en retour. Mais lorsque l'hostilité grandit, cette entente n'est plus possible, d'autant que la classe dirigeante est elle-même victime de la destruction créatrice. Selon Schumpeter, le bourgeois est anti-héroïque et ne sait pas exceller dans l'art de la politique comme dans l'art des affaires. N'ignorant pas ce défaut de sa cuirasse, il préfère rester dans son coin et ne pas se mêler de politique. Schumpeter n'hésite pas à dire que la bourgeoisie a par sa nature besoin d'un maître. Innovation du cycle de Kondratiev. Avec Schumpeter, c'est le rôle de l'innovation qui s'est mis en avant dans la dynamique capitaliste. Les travaux plus anciens d'un économiste russe vont venir confirmer cette thèse et vont faire référence. Kondratiev, en 1926, repère des phases longues de 25 années d'expansion, puis 25 années de dépression du capitalisme. Il constate donc des cycles d'environ 50 ans qui s'expliquent par un ensemble d'innovations à travers des industries motrices portent la croissance, puis s'épuisent et s'entraînent et entraînent dans l'économie, dans la dépression, avant que de nouvelles innovations ne prennent le relais. Depuis la révolution industrielle, il est possible de distinguer grosso modo 4 cycles d'expansion et de dépression. Nous serions à l'heure actuelle au début d'un nouveau cycle de croissance tiré par le traitement de l'information, télécommunications, Internet, informatique et la biotechnologie. Biomasse, génétique, on est plus clairement dedans. C'est quand même extrêmement intéressant. Pour terminer, les travaux de Kondratiev suggèrent à l'opposé de ceux de Schumpeter que le capitalisme est viable à long terme, ce qui vaudra à Kondratiev d'être destitué et condamné par le régime soviétique en 1930. Quoi qu'il en soit, ces deux auteurs diffusent l'idée que l'innovation est au cœur du système capitaliste et à partir de 1945 vont inspirer les pouvoirs publics, multiplieront les mesures de soutien à la recherche de l'innovation. Donc voilà pour cette belle et longue lecture. Concernant la destruction créatrice du monde capitaliste. Alors ça c'est plus par rapport à la vision capitaliste des choses. Alors justement ces études sont intéressantes. Encore deux onglets, ils nous permettent de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et pourquoi cette séquence de crise de la dette, on le sait, le système capitaliste a besoin de ce système de destruction créatrice. Approfondissons les notions sur les facteurs qui nous mènent aux crises cycliques, des bulles, excellemment développé sur cryptophilo.com de Ackley Lecoq. On le voit bien, on va faire ça en lecture immersive, cryptophilo.fr. Les crises, les cycles de bulles et de crises. C'est quand même important parce qu'on a quand même quasiment étudié plein de choses. Capitalisme, les crises et comment la société
s'adapter, et là, pour le coup, c'est de comprendre les crises qui surviennent lorsque l'offre et la demande ne sont plus équilibrées. Facteurs naturels, climat, pollution, ressources naturelles qui agissent sur la production, jouent un rôle déterminant. L'excès de monnaie qui naît du crédit et fait la jonction entre les vendeurs et les acheteurs est cependant le facteur le plus important et le plus fréquent de fait. Les crises ont souvent des causes multiples, les bulles de crédit explosant à la suite de bouleversements externes. Les crises liées à la production, pénurie et surproduction. Effectivement, là on est dans une période de pénurie et de surproduction. Depuis des siècles, les crises économiques sont liées à des événements déstabilisant la production de biens et de services pour la population. Dans un cas, la production est insuffisante, on parle de pénurie. Par exemple, à cause de mauvaises récoltes liées au climat, comme lors de la grande famine 1693, plus d'1 million de morts, et celle de 1709, 600 millions. Dans un autre cas, la production est trop importante, on parle de surproduction. C'est par exemple le cas en Europe dans le secteur agricole. On parle pour la filière du lait, les énormes quantités produites ne sont pas toutes vendues et le bas prix grâce au pétrole pour les engrais et les pesticides provoque une diminution de revenus et de l'emploi chez les producteurs. La crise de surproduction est aussi le phénomène mis en avant par les marxistes qui considèrent que lorsqu'une armée de réserve de salariés de moins en moins bien rémunérés, on observe une baisse tendancielle du taux de profit des entreprises et une crise. On observe cependant que la financiarisation de l'économie a permis temporairement d'invalider cette théorie. Enfin et surtout, l'énergie joue un rôle indispensable dans la production puisqu'elle permet de faire tourner les machines qui transforment les ressources naturelles en biens et services, les véhicules et infrastructures qui permettent leur transport. Donc on voit un peu la variation annuelle du PIB et du volume d'énergie, la corrélation. Les crises liées au crédit. Elles existent depuis 3 millénaires avant Jésus-Christ dans les cités-États de Mésopotamie et d'Assyrie, puis en Égypte. La société était déjà partagée entre prêteurs et les emprunteurs qui devenaient leurs esclaves quand ils ne pouvaient plus rembourser. Par exemple, à la suite de mauvaises récoltes ou de pertes du bétail sur lesquels étaient cachés les prêts pour éviter la guerre civile, les dirigeants choisissaient fréquemment d'annuler les créances, promesses de remboursement et donc les dettes. À l'exemple des pharaons Pakenranef et Ptolémée V, la Grèce et Rome procéderont aussi à des annulations de dettes. À partir du XVIIe siècle, cette constante historique a pris un aspect massif et international avec la généralisation de l'émission des billets de banque par des établissements internationaux. En effet, le prix d'un bien ou d'un service est théoriquement reflète sa valeur par rapport à la capacité d'achat des demandeurs basée sur le revenu issu du travail du capital. Avec l'emprunt, cette capacité, la demande augmente. Plus il y a de crédit et donc de monnaie créée, plus il y aura d'argent qui pourra faire monter les prix d'un bien ou d'un service, un actif en finance. Il faut bien entendu un élément supplémentaire que l'actif en question attire les foules. C'est-à-dire qu'un nombre croissant de personnes se mettent à acheter, spéculant et anticipant des biens futurs, provoquant une hausse du prix interprétée comme une confirmation de leur choix. C'est le mécanisme de formation des bulles spéculatives. Principale phase d'une bulle spéculative. C'est quand même extrêmement intéressant. Phase cachée, prise de conscience, la mania. Et tous ces nouveaux paradigmes. Il faut voir où on en est, à peu près, pour voir. Retour à la main, peur, capitalisation, il faut voir. À un certain moment, le nombre d'acheteurs ne croît pas suffisamment assez vite pour que le prix continue d'augmenter et le phénomène s'inverse, le prix baisse, les gens vendent les titres, actions, obligations, options. Concernant le bien ou service en question accélérant la baisse des cours. Ceux qui sont initiés, qui savent avant les autres que le cours va baisser, et que le crédit va se raréfier, ont le temps de vendre, tandis que les autres, la masse de suiveurs, ont des comptes dans le rouge et sont ruinés. Ce mécanisme est similaire à celui d'une fraude pyramidale, à ceci près qu'il est légalisé et qu'il est très difficile de prouver l'élément intentionnel que les premiers acheteurs ont incité les autres à suivre alors qu'ils savaient que le prix était surévalué. Ils ne reposaient pas sur une activité économique rentable ou aussi rentable qu'annoncé. Les bulles sont ainsi basées sur deux choix. Trop de crédit permis par les banques centrales et le comportement moutonnier des individus. C'est l'histoire du monde, mais particulièrement depuis 3 siècles. Là, on a, après toutes les crises, toutes les bulles, bulles des banques anglaises, des banques américaines,
américaine. Par rapport au chemin de fer, l'Union générale, la dette argentine, 1890, bulle des banques américaines encore. Pour terminer, 1971, le début de la fin. Et oui, à partir de 1971, année où toutes les monnaies sont basées sur le dollar non lié à l'or, les crises sont trop nombreuses pour être listées ici. Le principe est cependant le même jusqu'à la crise actuelle. Trop de crédits et d'émissions de titres financiers par rapport aux réserves bancaires et à la rentabilité des activités économiques sous-jacentes. Dans la majorité des cas, il suffit de regarder le taux d'intérêt des principales banques centrales du monde. Quand les taux sont bas, les crédits, donc les dettes se multiplient et les bulles se forment. Internet immobilier. Quand les taux sont remontés, les nouveaux acheteurs à crédit sont insuffisants pour que les bulles continuent et elles explosent. Depuis 1971, chaque bulle doit être plus grosse que la précédente pour que l'économie puisse continuer à fonctionner. Le système économique viable entre 1945 et 1971, Bretton Woods, le système, a en effet une offre massive, production internationalisée, mais une demande assise sur la dette exponentielle et non plus sur les salaires réels. Nous sommes au bout de la logique depuis 2008, les responsables économiques et politiques ayant fait baisser les taux au minimum. Donc là, on voit bien les 2015, voilà, 2008, on a bien vu. Hein, et là, les taux sont les taux pour le coup, bon, là c'est les zéros, on est quasiment à zéro. Peut-être que le Canada un peu plus haut, l'Australie peut-être un peu plus haut, mais là quasiment tout le monde est à zéro au niveau du taux. C'est quand même intéressant. Le cycle de grandir trèfle, bien sûr, on a vu ça. Pour terminer cette vidéo, allons voir cette corrélation entre thermodynamique et économie avec ce merveilleux PDF de François Rodier, exposé le 12 avril 2018 à l'école des mines à Paris. Puis c'est un PDF de 38 pages, bien évidemment, on va survoler les 38 pages, et encore une fois, quand je dis que cette vidéo fait référence, en fait, est alliée aussi avec le krach boursier en vue et Golden Gate Apocalypse, oui, très clairement. Il y a un grand risque écologique par rapport à la surproduction. Bien évidemment. Ce qu'on est en train de comprendre avec toutes ces vidéos qu'on fait, c'est est-ce qu'il n'y a pas une crise écologique qui va faire en sorte qu'il y a tous ces problèmes-là qui arrivent? Possiblement. Donc il faut rester alerte, il faut rester informé, il ne faut rien occulter. C'est une possibilité, effectivement. L'écologie est liée à la consommation et à ce que font les industries, hein, thermodynamique et économique. On y va. Nicolas Georgescu-Rothschild, la thermodynamique et la biologie sont les flambeaux indispensables pour éclairer le processus économique. Le second principe, Sadi Carnot de la thermodynamique, on ne peut durablement produire du travail mécanique que par des cycles de transformation extrayant de la chaleur d'une source chaude pour en rendre une partie à une source froide. Le rendement est maximal lorsque les transformations sont réversibles. Les structures dissipatives, il y a Prigogine. Elle s'auto-organise pour dissiper l'énergie en produisant du travail mécanique. Exemple, cyclone, être vivant, société humaine. Une structure dissipative élémentaire, la convection. Point critique, domaine linéaire Born-Sager. Dissipation gradient, point critique. Cycle convectif égale cycle de Carnot. C'est quand même une structure dissipative, c'est quand même très intéressant. Ça nous fait penser aussi pas le PDF sur Vialis, mais le tutoriel sur Vialis de The Economist. Alors, il y a un peu de ça. Au niveau du cycle du soufre, ça fait un peu penser à ça, les structures dissipatives vivantes. Zooplancton, petits carnivores, la chaîne alimentaire, c'est ce que je parlais aussi. Effectivement, ça est aussi à ça. Synchronisation des écosystèmes sur les saisons. On a aussi les saisons dans la thermodynamie, oui, mais aussi par rapport au cycle de comparatif. Printemps, croissance, été, climax, automne, régression, hiver, germination. Les réseaux neuronaux, flux d'énergie, agents, information, structure. Application des réseaux neuronaux. Cycle dur du cerveau, hein, ça on peut le retrouver sur Internet. Les cycles historiques séculaires. Turchin, Nefedov,
crise, dépression, expansion, stagflation, cycle économique, cycle de Kondratiev, bien sûr, on a vu ça ensemble. On a vu tout ça ensemble, c'est ça qui est intéressant aussi. Ce PDF, ça fait un peu une synthèse, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. La criticalité auto-organisée. Quand la nature s'organise, avalanche, tremblement de terre et autres cataclysmes. Les structures dissipatives s'auto-organisent comme des transitions de phase autour d'un point critique. Perbach. Intéressant. Surface de Van der Waals en économie. Effectivement, ça peut paraître compliqué comme ça, mais faut vraiment prendre le temps de regarder. Construction de Maxwell. Il y a une alternance entre une transition de phase continue et une transition de phase abrupte autour d'un point critique, c'est les cycles économiques. L'économie décrit des cycles autour du point critique entre sources chaudes et sources froides liées au flux d'énergie. La vitesse linéaire de rotation ne dépend pas de la distance au centre ou d'une hauteur de la falaise de Sénèque, d'autant plus grande que la fréquence des effondrements est plus faible. Plus la zone économique est étendue, plus le rayon de giration est grand. Plus la période du cycle est longue, plus la différence de température est grande. Et plus le rendement de Carnot est élevé, d'où la tendance à la mondialisation. Tornade de Schumpeter. La phase de crise est d'autant plus importante que les productions sont interconnectées. Non. Pardon. Tornade excentrée. Voir les travaux de Robert Ulanovitz en biologie et Bernard Lietaer en économie. Gerhard Mensch note que les innovations ne sont pas uniformément réparties. Modèle distinct de transition continue, point critique de point Curie, paramagnétisme et ferromagnétisme. J'en avais parlé aussi, il y a des formations de macro-domaines. Transition continue, entrecoupée d'effondrement, transition abrupte. Exemple de domaine 10.1, c'est quand même extrêmement intéressant. Le modèle d'Ising s'applique à la propagation des croyances politiques religieuses. Exemple en sciences sociales, élection présidentielle de 2012. Application en biologie, développement d'un nombre réduit d'espèces bien adaptées, entrecoupées de disparition suivies par le développement de nombreuses espèces plus adaptables. En sociologie, tendance à la formation de grands domaines d'Ising, mondialisation, entrecoupée d'effondrement ou démondialisation, tel que celui de l'Empire romain, des empereurs coloniaux du bloc soviétique. L'homéostasie. Les biologistes ont remarqué que les organismes évolués échappent au processus de criticalité auto-organisée, leur taille se stabilise et ils ont une durée de vie caractéristique bien définie. Cela est dû à un mécanisme autorégulateur qui compense les effondrements. L'ago-antagonisme. Intéressant. Alors, la détente dans un cylindre facilite la compression dans l'autre cylindre. Exemple de système ago-antagoniste en biologie. L'énergie stockée sous forme de graisse puis utilisée sous forme de glucose. L'excès de glucose affecte les vaisseaux sanguins, diabète, d'où la nécessité de réguler le taux de glucose. En période d'éveil, la nourriture peut provoquer un excès de glucose qui est remédié par l'insuline. En période de sommeil, l'absence de nourriture peut provoquer un manque de glucose nécessaire aux organes vitaux. Ce défaut est remédié par le glucagon. Application à l'économie aujourd'hui, l'énergie est principalement fournie par le pétrole. L'excès de pétrole affecte l'environnement, réchauffement climatique et entraîne sa pénurie. D'où la nécessité de réguler l'utilisation de l'énergie. Ceci est possible grâce à des économies ago-antagonistes. Donc là, ce qu'on voit, économie de production, économie de service. Économie de production. L'économie de production est liée aux innovations techniques permettant, notamment dans les transports, matières premières et produits manufacturés. Donc on voit les développements à travers les siècles et l'économie de service. Service aide à la personne sans fourniture de biens matériels. Exemple, enseignants, médecins, banques, assurances, agences immobilières, coiffeurs, restaurateurs, artistes, gendarmes, transports en commun. Voilà. Et c'est intéressant de voir que les économies de service, on en parle en ce moment dans cette séquence du Covid. Voilà. Tous ces métiers-là sont impactés. Assurance avec les dégâts, les banques, les médecins, on voit bien dans les plateaux télé, les enseignants aussi. On parle de l'école, la vaccination, les restaurateurs aussi qui doivent faire un peu la vigie, les gendarmes, les transports en commun aussi avec les règles et tout. Très clairement,
toutes ces choses-là, au niveau des économies de services, sont impactées par rapport à la politique que nous voyons. L'économie de services se développe lorsque la production est en crise. Covoiturage, autoparatage, libre, économie de fonctionnalité, économie collaborative, sociale et solidaire. L'économie de services est en phase d'expansion grâce à l'informatique. Le transport de l'information supplante le transport de la matière. Nécessité de deux monnaies. Tout cycle de Carnot requiert deux températures différentes. Température économique, coût de l'énergie. Tout cycle économique nécessite deux économies à des températures différentes. Rôle d'économie. L'analogue économique des catalyseurs chimiques et la monnaie, de même que les systèmes biologiques ago-antagonistes nécessitent deux hormones, insuline et glucagon. De même, les systèmes économiques ago-antagonistes nécessitent deux monnaies. Une monnaie pour la production et une monnaie pour les services. Sélection des parentèles. En biologie, le degré de coopération entre individus est proportionnel au nombre de gènes communs. En sociologie, le degré de coopération entre individus est proportionnel au degré de culture. Histoire, langue commune. Les services étant échangés entre individus ayant une culture commune, la monnaie pour les services doit être de préférence nationale. Et résumé, pour terminer, les lois de la thermodynamique et la biologie conduisent au concept ago-antagoniste associé à des monnaies distinctes. Une économie de production de type libéral liée à une monnaie générale, l'exemple l'euro, et à la mondialisation. Elle correspond biologiquement au système orthosympathique, qui est plus le fonctionnement de stress, etc. Et puis le monde parasympathique, une économie de service de type national liée à une monnaie propre à la démondialisation, elle correspond biologiquement au système parasympathique qui est lié au sommeil, etc. Au calme plutôt. Comparaison avec les économies existantes, la Chine développe une économie ago-antagoniste. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on voit dans les économies 2021 avec la Chine, avec son drapeau qui n'est pas déchiré. Déchiré, c'est-à-dire qui n'a pas une symbolique de déchirure et de fracture. Pour les États-Unis, oui. C'est par rapport à ça. Développe une économie ago-antagoniste de type yin-yang. Elle a conservé son économie dirigée de type yin pour les services tout en développant une économie de production libéralisée de type yang, mais n'a qu'une seule monnaie. Sur les codes de monnaie yin-yang, voire Bernard Litter, au cœur de la monnaie. L'économie suisse se porte bien avec plusieurs monnaies, euro, franc suisse, suivre. La revalorisation récente du franc suisse a permis de revigoriser son économie. L'Europe pourrait développer une économie ago-antagoniste fondée sur le couple à condition de réintroduire le franc. C'est toute la politique, si je veux dire, asselignée de François Asselineau, de quitter l'euro et de faire une monnaie nationale. Malheureusement, pas beaucoup de gens l'ont compris, mais bon, jusqu'à que le temps que les gens comprennent, malheureusement, il va se passer de l'eau sous les ponts, comme on dit, il va se passer beaucoup de choses. Très clairement, le monde, les personnes qu'on dit souverainistes se rassemblent. C'est une bonne chose parce qu'il faut agir. Là. Ce qui se passe est très grave. Encore une fois, je le répète avant de clôturer cette vidéo. Bien évidemment, si vous pouvez économiquement avoir de l'or physique, d'acheter de l'or physique, d'aller dans les comptoirs d'or et d'acheter de l'or physique, palpable, ça c'est primordial pour faire face aux prochaines séquences, à tout ce que j'ai dit quand même. Mais il n'y a pas que moi sur Internet maintenant. Voilà. Très clairement, il faut faire ses provisions. Parce que la pénurie, elle est déjà là, très clairement. Et bien sûr, faire du stock alimentaire. Ça, c'est tout le monde, ça, pour le coup. Dès que vous allez un peu faire du stock alimentaire au fur et à mesure, mais là, très clairement, des gouttes, il va falloir mettre, si j'ose dire, l'accélérateur. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait cette chose-là. Parce que les temps à venir vont être très durs. Très clairement, les économistes ont montré le drapeau des États-Unis. C'est pas forcément en 2024. 2024, c'est par rapport au cycle économique. Mais 2021, là, très clairement, il faut faire attention dès le mois d'août. Et même bien avant. Si vous l'avez fait bien avant, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, mieux vaut le faire début août. Parce que mi-août, il va falloir faire attention. On a des informations qui sont en train d'arriver par rapport à la Chine. On a des bateaux anglais qui sont en train de se positionner. Il ne faut vraiment pas... Et là, peut-être que les gens se sont réveillés. Le 12 juillet, quand les gens ont entendu Macron, les gens se sont un peu réveillés, peut-être. Ils se sont un peu réveillés. Ils se sont un peu mis en mode alerte. Un petit peu quand même. Ils se sont un peu éveillés quand même, mine de rien. Ça a eu le mérite, en tout cas, d'éveiller certaines personnes. Donc, en tout cas, restons vigilants.
c'est une vidéo encore en complément d'information. Hein. C'est de l'humilité, c'est de la compréhension. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à comprendre, mais on avance tranquillement. N'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre. Merci par avance pour vos commentaires. Toujours intéressant. Merci pour vos abonnements et vos pouces levés, bien sûr, comme d'habitude. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine, restons vigilants. Merci.